Alors, on va reprendre là où nous avons été interrompus. On était à 4000 mètres de profondeur, de profondeur. Là où se trouve l'épave du Titanic. Et jusqu'à maintenant, donc depuis sa découverte en 1985, seuls des explorateurs, des gens qui travaillent pour des organisations océanographiques ont pu descendre à ces profondeurs-là et voir l'épave du Titanic. Évidemment, c'est le rêve de plein de gens, d'aventuriers, de pouvoir descendre là, mais au moment où on se parle, seuls quelques sous-marins de recherche sont capables d'atteindre ces profondeurs. Et là, voilà qu'une compagnie, l'industrie privée, se lance dans la course, alors que Elon Musk, lui, rêve d'envoyer des gens sur la Lune et sur Mars. Voilà qu'une compagnie américaine, Open Gates, vient de mettre la main sur un petit sous-marin, le Cyclope 2, qui, dès cet été, pourra amener des touristes voir l'épave du Titanic. Vraiment, là? Donc, absolument. Pour combien? 100 000 quand même. 100 000 c'est le billet pour aller... Le billet pour aller voir le Titanic. Donc, on comprend bien que ce n'est pas une attraction touristique qui est à la portée de toutes les bourses, mais c'est une expérience que, d'ailleurs, la compagnie dit, ce ne seront pas, on va pouvoir amener 5 personnes à bord du sous-marin, ce ne seront pas des touristes, mais ce seront vraiment des membres d'équipage, parce que eux, évidemment, vont profiter de l'occasion pour faire des relevés, prendre des photographies, filmer l'épave et de voir un peu comment l'épave se comporte après tant d'années sous la mer, la propagation, par exemple, des micro-organismes qui rongent l'acier de l'épave. Donc, tout ça pour 100 000 $ et les premiers touristes devraient descendre, les premiers membres d'équipage, devrais-je dire, devraient descendre dès cet été à l'épave du Titanic. On espère qu'à ce prix-là, c'est sécuritaire. Oui, absolument. D'ailleurs, la compagnie vient de mettre la main sur leur petit submersible et durant le printemps, ils vont procéder à divers essais, mais jusqu'à maintenant, on a le feu vert. Et il y a des places de libre? C'est pas réservé? Il y en a plus pour 2018. Donc, on voit déjà l'intérêt soulevé par cette annonce. Les places pour 2018 sont comblées. Il faudra attendre. Les prochains touristes seront pour 2019. Très bien. Parle-nous de Dan Cooper. Dan Cooper, rappelle-nous rapidement d'abord qui est... Cette histoire-là, elle est un peu pour les Américains, c'est un peu une histoire à la Jack l'Éventreur, une sorte d'énigme historique. Je rappelle les faits. On est le 24 novembre 1971 sur un appareil, le vol 305, qui fait une liaison à Portland et Seattle dans l'État de Washington. C'est un Boeing 727 et tu vas comprendre pourquoi c'est important de le mentionner. Il y a un passager qui monte à bord. C'est un avion de la Northwest Orion Airlines. C'est un tout petit vol, une vingtaine de minutes. C'est comme Montréal-Québec. Un homme monte à bord avec un complet veston, cravate, lunettes fumées. Et dès que l'avion décolle, il remet une note on a le pilote, copilote, et il y a une hôtesse à bord. Le type en question donne une note à l'hôtesse. Elle le met dans sa poche, croyant qu'il s'agissait du numéro de téléphone que le type voulait lui donner. L'homme se penche sur elle et lui dit « Vous devriez lire la note en question ». Elle ouvre le papier et là, c'est écrit « J'ai une bombe et si les autorités ne se plient pas à mes exigences, je vais faire sauter l'avion ». Ce qu'il demande, 200 000 $ en coupure de 20 $ dès que l'avion se posera à l'aéroport de Seattle. Et en échange donc de ces 200 000 $, de 4 parachutes, il dit qu'il va libérer les passagers. On accepte, on fait le transfert, l'argent est amené à bord, les parachutes, et l'avion redécolle. Il prend la direction de Mexico et là, Dan Cooper, parce que c'est comme ça que le passager s'est inscrit sur le registre des passagers, demande à l'hôtesse, le pilote et le copilote de s'enfermer dans le poste de pilotage. Et sur le Boeing 727, il y avait une particularité. Dans la queue de l'avion, il y avait une porte qu'on pouvait déverrouiller en vol et faire descendre un petit escalier de coupe, ce qu'a fait ce Dan Cooper, et il a sauté dans le vide. On n'a jamais rien entendu parler de Dan Cooper. Il est parti avec le 200 000. Il est parti avec le 200 000. L'argent de la rançon ne s'est jamais retrouvé sur le marché. Il faut attendre 1980 pour que des touristes, des gens qui se trouvaient près de la rivière Columbia, près d'une ville qui s'appelle Vancouver, mais dans l'État de Washington, vont découvrir enterré dans le sable 5 800 $ de la fameuse rançon. Mais tout le reste n'a jamais refait surface. Et donc, depuis, on se creuse la tête. Est-ce que Dan Cooper est mort en sautant de son avion? Est-ce qu'il a survécu? Qui était-il? Et en 2016, le FBI a abandonné les recherches. Et voilà que l'affaire rebondit maintenant parce que, immédiatement après le saut de Dan Cooper, les autorités ont reçu des lettres soi-disant écrites par Dan Cooper. Et deux d'entre elles portaient un code, 71 71 71 684. La lettre se terminait comme ça. Et là, un groupe d'enquêteurs amateurs viennent de découvrir que ce numéro-là correspondait à une unité au Vietnam, en fait 3 unités au Vietnam, et sur la liste des suspects
du FBI. Il y a justement un type qui s'appelle Robert Rockstraw qui a appartenu, et il est le seul à avoir appartenu à ces 3 contingents militaires au Vietnam. Donc, ça serait lui. Ça serait lui. Robert Rockstraw. On ne sait pas s'il est encore vivant. Baby Cooper. Oui, il est encore vivant et il habite dans la région de San Diego. Mais ils l'ont pas retrouvé. Non, on sait où il est, mais pourra-t-on porter des accusations contre lui sur la foi de cela? Ah, intéressant. Christian Page, merci. Ça me fait plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs.